échanger autour de la thématique du bonheur au travail. Alors pour commencer, je vais demander à tous ceux qui sont heureux au travail de lever la main. Eh bien, vous êtes nombreux, hein, ça fait plaisir. Et moi qui croyais qu'il allait me livrer un exercice difficile, finalement celui de parler du travail, du bonheur au travail, ben, je me rends compte finalement que les gens heureux, et c'est toujours les gens heureux au travail qui viennent aux conférences du bonheur au travail. C'est incroyable. Malheur au travail, on ne les voit pas dans les conférences. C'est génial, donc on va échanger entre heureux au travail et on va voir comment est-ce qu'on pourrait être davantage heureux au travail et surtout comment rendre ceux avec qui on travaille encore plus heureux. Alors donc, le bonheur au travail, pour une contextualisation de notre conférence aujourd'hui, le bonheur au travail s'insère forcément dans une philosophie du management. Déjà parler du bonheur, c'est très philosophique. C'est un peu être en mesure de philosopher son rapport au travail, son rapport à l'autre. Et du coup, encore maintenant, il faudra philosopher aussi la place qu'occuperait le bonheur dans sa vie, et puis comment est-ce que je pourrais être dans le bonheur alors finalement que je suis en train de travailler. Alors le métier du manager éventuellement, et puis je sais que dans la salle il y a beaucoup de managers, parce que j'ai vu un peu la liste des confirmations. Il y a aussi des managers, hein, voilà. Mais bon, je quand même aujourd'hui, il faut qu'on puisse parler avec les managers, parce qu'ils restent un peu les artisans du bonheur en entreprise, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'ils leur incombent quand même la responsabilité de mettre en place les ingrédients du bonheur, finalement, pour les collaborateurs. Alors, le métier du manager est particulièrement difficile. Parce que le travail d'un manager, c'est justement de faire travailler les autres. On est d'accord? Sauf que les autres, travailler, ils préfèrent pas. Alors, j'entends bien que tous vous aimez bien travailler dans vos entreprises plutôt qu'être éventuellement fait chômeur, donc évidemment en fait, mais tous ou presque éventuellement en fait les enquêtes ont bien prouvé que les gens préfèrent plutôt en fait ne pas avoir besoin de travailler dans les entreprises pour gagner leur vie. D'ailleurs, dans des échanges avec les managers, je me suis toujours demandé, est-ce que vous posez la question si éventuellement en fait les collaborateurs avec lesquels vous travaillez, s'ils avaient gagné au loto, au fait certaines sommes d'argent, est-ce qu'ils allaient revenir travailler? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit la réponse, elle sera très tendanciellement proche de 0, éventuellement de 0%. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que travailler dans une entreprise, ce n'est pas d'abord un plaisir, ce n'est pas d'abord un bonheur, ce n'est pas d'abord une vocation, c'est d'abord une contrainte. Et ça a toujours été, on va dire, défini ainsi. Hein? Voilà. Maintenant, il est difficile de faire bien faire aux autres quelque chose quand ils font parce qu'ils sont contraints de faire. Voilà, quand le manager peut essayer que les autres fassent bien ce qu'ils font, alors que réellement, ce qu'ils font, ils le font par contrainte. L'équation, éventuellement, paraît assez difficile, hein, c'est-à-dire de prime abord. Et ces difficultés-là, et bien la difficulté du management aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les gardiens d'esclaves ne doivent pas être faciles éventuellement en fait comme métier tous les jours. Le difficile est que les collègues ne sont pas des esclaves. Ce sont des salariés. Autrement dit, le fouet fait défaut. C'est pour cela qu'on a inventé le management. C'est encore plus difficile de faire travailler les autres dans cette civilisation de loisirs. Et encore, dans toute la dernière période, l'heure des 35 heures, l'heure où tout le monde peut créer à la limite son entreprise ou sa start-up, et où les jeunes, spécialement cette grande génération Y, ils ont complètement, on le dit, perdu le sens du travail. Alors le métier du manager est très dur, car il cherche à faire travailler les autres. Alors que les autres, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. Sauf que ce que l'on peut leur proposer, ce n'est pas du bonheur, c'est du boulot. Il semble qu'il y a mal-donne dès le départ. Et le but du management aujourd'hui est de lever cette mal-donne-là. Alors, ne cachons pas la face, le but d'une entreprise est de faire du profit. Et le but du salarié n'est pas le travail, mais le bonheur. Finalement, ni l'un ni l'autre ne cherchent le travail. Parce que l'entreprise cherche le chiffre n'est pas du travail,
Les salariés cherchent le bonheur, et le bonheur, ce n'est pas le travail. Donc ni l'un ni l'autre ne cherchent le travail. Ce qui débouche sur la question tout à fait intéressante, comment donner du sens au travail, sachant que ni l'entreprise, ni le salarié ne cherchent le travail pour le travail. Alors, la valeur au travail a bien entendu une valeur marchande et une valeur morale. Voilà, donc ils sont plusieurs sociologues et plusieurs philosophes qui disent que le travail, il a uniquement une valeur marchande, mais il n'y a pas de valeur morale. C'est que le travail n'est pas une valeur en lui-même, le travail n'est pas une morale en elle-même. Et du coup, en fait, on ne peut pas considérer le travail comme une valeur en entreprise. Peut-être bien, le travail bien fait pourrait être une valeur. Faire bien ce travail, son travail est une valeur. Travailler n'est pas une valeur en elle-même. Travailler humainement, c'est traiter l'autre humainement comme le sujet de ses désirs. Donc, n'oubliez pas qu'être heureux, en fait, nous-mêmes dans la vie professionnelle, le manager se doit d'être heureux, au fait, et de venir à faire son travail alors qu'il est dans l'état d'âme d'une personne heureuse, au fait. Alors donc, maintenant, en fait, il y a plusieurs sociologues qui traitent peut-être bien en fait la question du bonheur au travail et qui la lient à la personne du manager lui-même. C'est-à-dire qu'un manager qui n'est pas heureux de travailler ne pourrait pas éventuellement véhiculer les valeurs du bonheur à ses collaborateurs. Et donc, quand on travaille avec un manager qui tout le temps se plaint d'être là où il est, de travailler avec ceux-là, à faire ce type de travail, bon, ils n'auront aucune chance de construire du sens et aussi aimer être là, à faire ce qu'ils font là, avec ceux-là, en fait, dans ce contexte. Alors donc, aujourd'hui, l'entreprise considère le bonheur professionnel comme une qualité professionnelle. Alors, beaucoup de tests de recrutement aujourd'hui, ils ont été mis en place dans les entreprises pour essayer de paramétrer le bonheur éventuellement, ou alors la motivation, ce qu'on va appeler la motivation en fait, être motivé à travailler, ça veut dire être heureux pour, de chercher du travail, de trouver du travail. Et donc, on aura une armada de tests psychotechniques éventuellement, des tests avec les psychologues, avec les experts, les spécialistes, etc., pour repérer la perle rare. Quelle est cette perle rare? Cette personne motivée, ça veut dire heureuse d'être là, de faire ce qu'elle fait là avec finalement cette équipe-là. Voilà. Donc le management, éventuellement en fait, on va dire dans cet esprit-là, en fait, il va avoir, j'ai envie de dire, en fait, cette problématique. Alors aujourd'hui, éventuellement, en fait, pour traiter la thématique du bonheur au travail, nous avons choisi un panel qui, justement, en fait, exerce dans, éventuellement, en fait, le bonheur au travail. Donc, on a un panel très intéressant. J'ai eu du mal à trouver des hommes. Je partage ce souci avec vous, franchement. Dès que j'ai commencé à chercher, bien sûr, les intervenants dans le panel, je tombais que sur des femmes, éventuellement, en fait, qui avaient, voilà, en fait, qui se chargeaient de ce poste. Alors, on va essayer de répondre à plusieurs questions, en fait, aujourd'hui, ce soir, qui tournent autour de cette, on va dire, de cette thématique fort intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tous le culte du bonheur, c'est-à-dire nous cherchons à avoir des petits bonheurs dans la vie. Et c'est vrai que nous passons la grande totalité, j'ai envie de dire, notre temps en entreprise. Nous grandissons en entreprise, nous vieillissons en entreprise. Et du coup, en fait, nous cherchons quand même à être heureux en entreprise, n'est-ce pas? Alors, pour discuter cette problématique aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Wafa Khamich, qui est directeur de l'épanouissement et développement humain à Louisville. J'ai avec moi Madame Loufia Aki, directrice des ressources humaines à L'Oréal. Madame Rizal Matouta, qui est consultante RH, talent et culture et ex-DRH du groupe Safran. Monsieur Hicham El Garbouzi, qui est fondateur de Wow Effect, agence spécialisée en marketing RH. Et Madame Saïda Fikri, qui est manager du bonheur, directeur management du bonheur à Combata, groupe Combata. Voilà. Et donc, pour commencer, je vais m'adresser à Madame Loufia Aki, qui est directrice RH à L'Oréal. Donc, pour
posais la question, est-ce qu'il fait bon vivre à L'Oréal déjà? Parce qu'en fait, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'il fait bon vivre dans le travail? C'est vrai qu'aujourd'hui, la génération Y, quand il veut travailler, il se pose la question, est-ce qu'il fait bon vivre en entreprise? Maintenant, est-ce qu'il fait bon vivre? Eh bien, en fait, à L'Oréal, déjà pour notre entreprise. Et puis, selon vous, qui est responsable du bonheur en entreprise? Bonsoir. Bonsoir. Ça fonctionne? Super. Bonsoir à tous. Donc, je me présente très brièvement parce que je trouve que l'introduction était magnifique. Bravo, Leïla, c'était top. J'ai même cru à un moment donné qu'on allait prendre le stylo et qu'on avait 3 heures pour répondre à la question. Enseignante, j'ai des défauts de ma qualité. Super introduction en tous les cas. Donc, je me présente, je suis Loufia Aki et donc je travaille au sein de L'Oréal en tant que DRH depuis 2016. J'ai pas grandi ici, donc j'ai une culture un peu différente. Je suis née en France et je suis venue en 2016 au Maroc. Voilà, donc c'est la grande aventure. Alors, je suis marocaine, comme je ne trouve pas mon prénom, je vous laisse deviner d'où ça sort. Voilà. Alors, pour répondre à la question, de savoir si j'ai la prétention de dire que oui, et c'est comme pour les enfants, c'est-à-dire que pour savoir si ils ont de la température ou pas, et là on prend un thermomètre et puis on prend leur température pour savoir si ça va bien ou ça va pas bien. Et on fait la même chose chez L'Oréal. C'est-à-dire qu'on consulte nos collaborateurs chaque année avec un questionnaire qui s'appelle Pulse et qui leur demande si les conditions de travail, le management, les responsabilités qu'ils ont, est-ce qu'ils se sentent impliqués, etc. Et c'est suffisamment satisfaisant ou pas. Donc c'est comme ça qu'on mesure, en tous les cas, le bonheur au travail et les résultats sont extrêmement satisfaisants. Tiens, voilà, c'est l'indicateur. Exactement. Alors, pourquoi et qui est responsable? La question c'était de savoir qui est responsable de ce bonheur. Je pense que la notion de bonheur, elle est multifactorielle. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre en disant si on fait cette action, les gens vont se sentir heureux, si on fait... C'est vraiment, il faut le prendre de plusieurs parties. Et je vais vous parler que de ce que je connais. Donc je vais vous parler de L'Oréal. Je ne vais pas essayer de vous vendre quoi que ce soit. Donc n'y voyez pas... aucune malice, je vais simplement vous dire ce qui se passe dans l'entreprise la plus objectivement possible. Donc on a pris conscience, en 2016 notamment, qu'il fallait qu'il y ait un changement dogme, de mentalité dans la façon dont on fonctionnait dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en 2016, on a mis en place un manifesto qui s'appelle Simplicity. Il y a 8 items dans lesquels, par exemple, on apprend à travailler ensemble, c'est-à-dire que la coopération remplace la confrontation, par exemple. On donne des billes au management, parce qu'on a parlé du manager, c'est le premier, c'est le manager, il a toutes les casquettes, il a tout le poids de la terre sur ses épaules, il est DRH, il est comptable, il est financier, et en plus il doit faire son travail. Donc, on a institué et on a donné des billes aux managers pour pouvoir travailler, collaborer avec les collaborateurs. Et donc, il y a un programme qui s'appelle Lead and Enable, c'est-à-dire je suis manager, je dois manager, mais je dois aussi embarquer avec moi les collaborateurs dans cette aventure. Pourquoi? Simplement parce que, justement, si on ne change pas sa façon de travailler et si on décrète qu'on a envie de rendre nos collaborateurs heureux, ça ne fonctionne pas. Donc on doit changer notre façon de faire, donc ça passe par la formation, donc ça a commencé par la tête, parce qu'on dit que le poisson ne pourrit pas de la tête, donc du coup, si on veut changer les choses, il faut commencer par le comité de direction de M. Jean-Paul Adon, qui a formé tous ces managers, donc il y a une grande remise en question sur comment on fait, comment on travaille jusqu'à présent, et pour impliquer tout le monde. Donc ensuite, ça a été cascadé au niveau de toutes les strates. Donc ça a été le changement. Donc qui est responsable? Tout le monde. Moi, j'ai pas de baguette magique, je ne sais pas faire toute seule, et je ne peux pas instaurer le bonheur dans l'entreprise, même si j'ai la capacité de sourire, je ne suis pas persuadée que ça puisse apporter ça au quotidien. Donc tout le monde est responsable de son bonheur et du bonheur de l'entreprise. Et donc ça va passer notamment sur la compréhension de ce que je fais. Donc si je ne sais pas où je vais,
Si je ne sais pas ce que je fais dans mon travail, alors Oussama qui travaille avec moi, là, il va sourire parce que je le répète, je l'ai répété il n'y a pas si longtemps que ça, donc tu m'excuseras, je suis obligée de le dire. Si on a fait une réunion avec les stagiaires, ça s'appelle le Discovery, donc on les accueille pour leur expliquer dans quelle société ils sont en train de travailler et ce qu'ils font. Et donc je leur ai expliqué à travers cette petite réunion que lorsqu'on sait où on va, et ben, ça a beaucoup plus de sens. Et quand on sait, et quand on a du sens dans son travail, on est beaucoup plus motivé et beaucoup plus investi. Et normalement, quand on est motivé et investi, on est plus heureux. Et j'ai pris l'exemple qui est très connu de savoir les trois personnes, il y en a celle qui casse des pierres, celle qui construisent un mur et celle qui construisent une cathédrale. Elles font exactement le même travail, sauf que il y en a une qui a compris que la finalité de tout ça, c'était la cathédrale. Donc, il y a Notre-Dame qui a brûlé il n'y a pas si longtemps, ça prend tout son sens, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on donne du sens, donc on a un programme qui fait qu'on sait où on va, on sait ce qu'on fait. On a beaucoup de chance, on est dans le secteur de la beauté, donc voilà, on contribue à ce que les gens soient beaux. Donc, ça va comme travail. Quand on prend conscience de ça, ben voilà, je vois les sourires se dévoiler sur vos visages, parce que quand on prend conscience qu'on fait ce métier-là, super, que demander de plus? Ben oui, que demander de plus, vous êtes bien gentil, mais moi je veux une rémunération, je veux une couverture santé qui soit à la hauteur, je veux des conditions de travail qui soient là aussi. Donc c'est pour ça que je parlais de multifactoriel, c'est qu'une fois que j'ai du sens, il faut que l'ensemble des éléments qui sont autour de moi soient également à la hauteur de ce que je suis en train de prôner et de ce que je veux faire. Je suis longue. Non, pas du tout. Donc c'est vrai, bon, c'est-à-dire pour vous, finalement, la santé du bonheur et la courbe à tout le monde en entreprise, donc du top management, middle management et le down management. Et puis vous avez beaucoup plus parlé bien fait de sécurité, parce que c'est là où le contrôle, voilà, ce que vous dites éventuellement, en fait, c'est les sécurités qui font que... C'est des piliers. Je dois répondre aux piliers avant de pouvoir prétendre à offrir des choses, parce qu'on a Great Place to Work, on a des actions qui font que on anime, on fait des choses très ludiques, très fun, c'est très bien. Mais ça passe par des socles et des piliers qui sont la santé, la protection, la balance, et bien sûr l'amusement, ça en fait partie. Mais ça n'est pas un tout, c'est des ingrédients qui font que on peut avoir quelque chose de complet et quelque chose de viable et de sustainable, de durable pour les collaborateurs. L'autre chose qui nous vient aussi, qui est de plus en plus réclamée, alors il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, et quand vous venez nous voir dans les entreprises pour passer des entretiens, vous nous parlez aussi du sens. Qu'est-ce que l'entreprise fait pour sa communauté? Quelle est sa responsabilité sur son environnement? Où se situe-t-elle? C'est des questions qui reviennent de plus en plus. Donc on a des programmes également, on a le CISMD dans lequel le volontariat des collaborateurs est mis à contribution, et on accompagne des associations une fois par an. Moi je prône, j'ai découvert des gens très intéressants ici, je vais leur en parler, pour qu'on s'associe, toutes les entreprises ici au Maroc, pour être réunis pour cette journée de volontariat dans lequel on aide une association à un moment, à un instant T. Et c'est cette responsabilité-là. On a parlé beaucoup de RSE, ça a été longtemps à la mode. Et pour le coup, c'est la responsabilité de l'entreprise. Très bien. Elle a un impact. Comment elle rétribue cet impact-là vis-à-vis de son environnement? Très bien, donc voilà, merci. Donc c'est un peu une responsabilité partagée, commune finalement à l'entreprise. Bon, aujourd'hui, nous assistons à une vague de recrutement, en fait, des Chief Happiness Officers dans les entreprises. Ces gens à qui ça incombe la responsabilité du bonheur en entreprise. C'est-à-dire que ces gens-là, qui devraient être les garants du bonheur en entreprise, bon, maintenant, comment ça se passe? Comment on fait pour rendre les collaborateurs heureux? Est-ce qu'il s'agit de leur faire des smoothies bio tous les matins? Est-ce qu'il s'agit de leur faire des parties de baby-foot tout faites? Je ne sais pas comment ça se passe, et bien évidemment, en fait, Madame Fikri va nous en parler, et je rappelle, manager du bonheur à groupe Candata. Donc, oui, je vous écoute, Madame. Bonsoir tout le monde. On m'a déjà introduit, on les a présenté, je suis Salima, responsable du bonheur chez Candata.
Donc je voudrais peut-être dans un premier temps définir le métier, ce nouveau métier qu'on voit de nos jours. La responsable du bonheur a pour mission, si vous voulez, de rendre les gens heureux. Vous allez me dire que le bonheur est relatif. Mais en fait, un responsable du bonheur est peut-être perçu de différentes manières. Chez Comdata, ou du moins moi, comment je le perçois, le bonheur n'est pas un objectif. Chez nous, on ne dit pas aux collaborateurs, si vous travaillez chez nous, systématiquement, vous allez devenir heureux, mais non. C'est surtout pour dire qu'on peut être heureux au travail. Et donc c'est peut-être là que je ne vais pas être très d'accord avec vous. Pour moi, le travail en lui-même présente une valeur humaine. Si on travaille, on se valorise, on se sent valorisé quand même. Peut-être les dépressions, peut-être chez les chômeurs qui n'arrivent pas à décrocher un boulot. Quand on travaille, on se sent vraiment arrivé à un certain stade social ou à un niveau social. Et donc, on se retrouve dans des contradictions. Déjà, le mot travail, en étymologie, le mot travail, ça veut dire tripalium, qui était un instrument de torture au Moyen-Âge. Donc, vous allez me dire comment on peut être heureux au travail. Moi, je dis que oui, on peut l'être. Il y avait Aristote qui avait dit qu'il avait peut-être dévoilé la recette du bonheur. Les gens n'avaient pas vraiment compris. Mais en fait, pour lui, et je partage aussi son avis, c'est qu'il ne faut pas mettre le bonheur ou le succès comme objectif. C'est qu'il faut apprendre à être heureux chaque jour. Il faut apprendre à aimer son quotidien parce qu'à ce moment-là, si on est heureux, on va arriver facilement au succès. On va arriver facilement à nos objectifs qu'on se serait fixés au préalable. Et donc, concrètement, moi, ce que je fais chez Comdata, qu'est-ce que Comdata déjà? C'est un centre d'appel, rien à voir avec la beauté. On a L'Oréal d'un côté et Comdata de l'autre. Et je suis chez Comdata, en fait, on a 7 sites au Maroc qui ont les 7500 collaborateurs. On est présent un peu partout dans le monde. Et vous êtes responsable du bonheur pour les 7600 collaborateurs. Exactement. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on est en train de développer le métier chez les autres pays. On vient de lancer les responsables du bonheur dans le site de l'île Maurice et de Madagascar. Donc c'est bien, ça se partage. Et donc, moi, mon ministère avec Comdata, ex-P2S, pour ceux qui connaissent P2S, c'est P2S qui a été racheté par Comdata. On a demandé au bateau Césaire de nous rejoindre aussi, et ça fait partie, aujourd'hui, on fait partie de notre famille. Et ça fait 8 ans que je suis avec eux. J'ai commencé en tant que chargée de communication interne. Et là, en fait, vous allez comprendre qu'un responsable du bonheur, ou le métier du bonheur au travail, se trouve à mi-chemin entre la communication et les ressources humaines. Donc la plupart des CAO sont issus soit des RH, soit de la com. Et donc ça fait 2 ans, le comité de direction a exprimé son souhait ou son besoin de recruter un responsable du bonheur pour avoir une personne qui va s'occuper que de ça. On avait notre département com qui lançait des actions régulières, etc. Mais le souhait était que quelqu'un occupe ce poste pour les actions régulières avec un programme et un plan d'action annuel. Et donc j'ai postulé et depuis j'occupe le poste de CHO. Et donc, ça tombe bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui est important surtout, c'est qu'il faut connaître déjà le métier ou bien l'environnement dans lequel on travaille, parce que sinon, on ne pourra pas apporter des actions ou tout ce qui est concret aux collaborateurs et pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et donc, avec ma petite expérience au sein de Comdata XP2S, je savais ce que voulaient les collaborateurs. Et donc, j'ai Qu'est-ce qu'ils veulent, les collaborateurs? Qu'est-ce qui les rend heureux? Ils veulent tout et rien, vous savez. Et donc, comme je le disais, le but surtout derrière, c'est de sensibiliser qu'on peut être heureux au travail. Qu'on n'a pas juste à venir chaque matin, au lieu de lancer de jolies phrases, au lieu de lancer de bonnes ondes positives, arrêtez de dire il fait mauvais, j'ai pas envie de travailler. Ça casse. Il faut plus qu'ils se plaignent. Exactement, parce qu'à un certain moment, si on arrête de se plaindre, ils ont le droit de se plaindre, mais pour des raisons concrètes, mais ça devient habituel. Et donc, si on ouvre les yeux à nos collaborateurs, si on les sensibilise, il y a une manière d'être heureux. Vous pouvez être
heureux, vous pouvez être valorisé. Et donc, comment on fait ça? Je travaille sur 4 axes, si vous voulez. Il y a un axe bien-être physique et moral. Le bonheur passe par le bien-être, bien évidemment. Et là, c'est quoi? C'est toute l'ergonomie, c'est le maintien des espaces. En fait, l'ergonomie et le maintien des espaces, c'est géré par les moyens généraux. Je vais ouvrir peut-être une parenthèse. Quand j'ai occupé le poste, ce n'était pas nouveau, ce n'était pas une nouveauté chez les ex-PDS. J'ai peut-être repris le flambeau d'une certaine culture que nous avons héritée, bien sûr, tout au long des années. Et donc, voilà, je me suis focalisée maintenant que sur les actions bonheur. Et dans le physique, ils sont sous caste. Physique, moral, justement, on lance des campagnes concrètes de sensibilisation. Par exemple, la toute dernière, c'était la nutrition. On a lancé les paniers de fruits, bien sûr. Bientôt, ils auront une livraison quotidienne de fruits. Avant, il y avait une campagne spéciale posture. Et la spécificité, c'est qu'on ne lance pas juste des actions où on fait ramener des masseurs. Écoutez, on va faire des séances de massage. Non. L'idée derrière, c'est de sensibiliser. Depuis petit, on nous disait tout le temps il faut se tenir droit dans son bureau, il ne faut pas regarder son dos courbé, etc. Mais après, si on explique aux gens pourquoi, par exemple, écoutez, quand vous venez le matin et que vous vous tenez droit, on va juste économiser de l'énergie, on ne va pas se sentir fatigué dès 13h, 14h ou après déjeuner. Comment se sentir en forme peut-être après déjeuner? On a tous tendance à vouloir dormir après déjeuner, par exemple. Ce n'est pas une forme d'infantilisation, parce que peut-être bien qu'on aura des salariés qui vont avoir enfin un manque d'autonomie. C'est-à-dire, il aimerait bien avoir son paquet de chips devant lui, il a le téléphone, il est en train de parler, on peut bien en fait mangeant son paquet de chips, en se mettant n'importe comment. Après, quand on vient lui dire tu te mets comme ça, le dos comme ça, etc., c'est pas une infantilisation, non, pas du tout. Pas du tout, on n'impose pas on ne passe pas sur les positions aux gens, mettez-vous droit et tout. Pas du tout. Et infantiliser, peut-être. Ouais. On a tous un enfant en nous. Et après, il faut savoir, en fait, ce n'est pas qu'on impose, ce ne sont pas des directives, ce ne sont pas de nouvelles règles. C'est une sensibilisation, quitte à vous de prendre ou de ne pas prendre. Ouais. Pour nous, on vous ramène les bons messages, les bonnes méthodes. Si vous voulez avoir une vie heureuse, prenez, ça prendre ou à laisser. Et pour pouvoir continuer, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est sophrologie. On est en train de travailler, de déployer plutôt une formation gestion du stress qui répond exactement aux besoins d'un centre d'appel. Et c'est du sur-mesure, si vous voulez, et c'est en collaboration avec une sophrologue. Ça, c'est dans l'univers bien-être physique et moral. Il y a aussi tout ce qui est culturel et artistique, tout ce qui est cognitif, motive les collaborateurs. Et donc nos choix d'action ne sont pas juste, on ne choisit pas les actions tendances ou qui sont vraiment intéressantes ou qui font joli. Non, il faut des actions qui répondent aux besoins. On sent que les gens, peut-être sur une activité, s'ennuient, ou sur un plateau s'ennuient. Écoutez, on peut faire vivre les gens de rien du tout. Je vous raconte une anecdote. Une fois, j'ai lancé des ateliers de mandala. Il fallait juste colorier des mandalas. Ça coûte rien. Ça coûte d'imprimer peut-être des mandalas, mettre à disposition des crayons de couleur ou des feutres. Je vous avoue qu'au début, les gens me disaient ouais, mais on n'est pas des enfants, on ne va pas colorier. Fin de journée, on m'appelle, on veut plus de mandalas. Très bien. Et les mandalas, on voit qu'aujourd'hui, il y a des adultes qui en font. Ce n'est pas que pour les enfants. Peut-être qu'on a un côté artistique qui n'a jamais été dévoilé. Ça valorise les gens, on s'intéresse à eux. C'est de l'art-thérapie. Ça devient une façon d'exprimer aussi un refoulé des frustrations d'entreprise. Exactement. Donc peut-être qu'une personne ne savait pas que ça existait, mais on n'en prenait pas conscience. Une fois qu'elle a pris conscience que ça la rendait bien et que ça lui faisait plaisir, peut-être qu'en rentrant chez elle, elle va pouvoir commencer à pratiquer du coloriage, du mandala, peut-être même dessiner, et on aura peut-être d'une manière indirecte provoqué quelque chose de joli dans cette personne qui va pouvoir l'aider à s'améliorer dans son quotidien. Donc il y a aussi bien sûr tout ce qui est musical, artistique, les exemples sont très nombreux. Il
Il y a aussi l'axe développement personnel. Et sur cet axe, je travaille très étroitement avec la formation, le département de formation, qui aussi est tout le temps en train de déployer et de fabriquer des formations qui répondent aux besoins de nos collaborateurs, comme le tout dernier. Et c'était à l'occasion de la fusion entre Comdata, B2S et CCA. On a lancé la formation Leadership. C'est une formation qui a été déployée au niveau de tout le management, du top management, middle management aussi. C'est une formation qui part surtout de la bienveillance. C'est une formation qui a bien plu, d'où le côté management. Et encore une fois, je vous ai bien écouté tout à l'heure, un manager ne fait pas surtout travailler les gens, un manager doit savoir accompagner ses collaborateurs et ses équipes. Il faut mener la barque ensemble, accompagner, monter en compétences. Et pour les faire travailler. Bien évidemment, les faire travailler. La personne, elle arrive au bureau ou à son espace de travail pour travailler. On a signé un contrat au début, d'où la valeur du travail. Et voilà, je parlais de l'axe développement personnel, bien-être physique et moral. Donc voilà, il y a énormément de choses qu'on fait, qu'on propose aux collaborateurs. Il y a bien évidemment les séances d'écoute et de partage. Et donc je vais peut-être aussi répondre à votre question de tout à l'heure. Il y a peut-être une responsable du bonheur qui déploie ses activités ou ses actions, mais le bonheur est la responsabilité de tous. Il faut de la bienveillance. S'il n'y a pas une bonne base, si les salaires ne passent pas à l'heure, si les personnes ne sont pas déclarées, s'il n'y a pas une bonne couverture sociale, s'il n'y a pas assez de basique, on n'a pas le droit de parler de bonheur au travail. Très bien. Merci. Donc ça sous-entend en fait qu'il n'y a pas de turnover, il n'y a pas de taux de départ assez élevé, donc c'est une belle ambiance. Donc c'est vraiment une ambiance juste extraordinaire. Je ne sais pas, il y a un taux de turnover quand même assez significatif à combien d'agents. Parce qu'on est quand même, on est un centre d'appel, on a un turnover sur lequel on travaille, mais j'avoue que, et c'est aussi notre métier qui nous fait défaut, si vous voulez. C'est cette image qu'a le métier d'un téléconseiller, sauf qu'il n'y a pas de sous-métier. On ne doit jamais, on doit toujours être fier du poste qu'on occupe quand même. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut évoluer. Pour notre exemple, notre comité de direction est constitué à 90% de promotion interne. Ce sont des gens qui ont commencé chez nous avec le casque, comment dire, en tant que téléconseillers, et qui sont aujourd'hui, qui occupent des postes stratégiques, qui sont directeurs de formation, de stratégie, de site, etc. Très bien, merci beaucoup Madame Kipé pour cet éclaircissement-là. Je sais que dans la salle, nous avons des professionnels dans le domaine de la RH et on a aussi des managers du bonheur avec nous au fait dans l'audience. Enfin, on va les écouter tout à l'heure, ils vont certainement échanger avec nous et avec le panel par rapport à leurs expériences, leur vécu en entreprise et puis aussi le vécu avec le bonheur au travail avec les collaborateurs. Donc merci beaucoup. Donc on a bien compris que ce sont des actions, plusieurs actions en fait qui tournent autour finalement de cette culture de joie. J'ai vraiment l'impression, c'est un peu ce que j'ai retenu, d'accord? Vous me corrigeriez quand même. D'épanouissement. Merci, d'accord, voilà. Pas de joie, d'épanouissement. Ok, moi je vois beaucoup plus la joie que d'épanouissement, mais oui. Parce que si on parle que de joie, ça pourrait supposer dire qu'on n'a pas le droit d'être triste. Moi, étant responsable du bonheur, il m'arrive qu'à quelques jours, je ne suis pas contente. Alors, et ça arrive. Vous faites comment? En fait, il faut juste comprendre que oui, c'est normal, parce que bizarrement, je suis contente quand je passe par des moments comme ça, parce que je sais que juste après, ça va être un nouveau bonheur, ça va être de nouvelles journées avec du soleil, avec une saison plus joyeuse. D'accord, vous faites le destin là en fait. Non, c'est notre solution. Merci. Voilà, donc oui, voilà, c'est vrai que c'est des actions, et encore des actions. Et réfléchissons toujours les actions qui pourraient aider en fait deviner ce dont ont besoin éventuellement les salariés. Donc c'est vrai qu'on se situe quand même dans cette position de celui qui va commencer à chaque fois à essayer d'interpréter d'après les réactions, d'après le non-verbal des uns et des autres. Il s'agit de quel besoin qui n'a pas été assouvi, bien que moi je suis beaucoup plus pour la méthode éventuellement faite L'Oréal. Donc on fait une enquête quand même qui soit scientifique, avec un paramétrage mesurable. C'est vrai, vous faites des enquêtes aussi dans ce sens pour justement en fait, voilà, avoir monté l'information. Très bien. Donc
voilà, donc les actions encore, comme je disais, au fait de travail sur le leadership, etc. Donc ça nous amène un peu à la question suivante. Est-ce qu'il y a des cultures d'entreprise qui procurent le bonheur? Est-ce qu'il y a des chartes, des valeurs en entreprise qui font que les collaborateurs vivent dans le bonheur? Ou alors c'est au fait un concept, on va dire, aussi abstrait et aussi général que ça, et qu'on pourrait appliquer comme ça, en fait, de façon assez fortuite dans n'importe quelle entreprise. Est-ce que ça colle à toutes les cultures d'entreprise, ou il faut des cultures d'entreprise bien propres, bien spécifiques, pour que le bonheur puisse éventuellement y exister? Et donc, pour répondre à cette question, donc, je demanderai à Madame Batota, qui est DRH, Culture et Talent, pour bien sûr nous répondre. Merci. Bonsoir à tous. Donc Rizden, moi je viens d'un domaine complètement différent, alors pas complètement différent de L'Oréal parce qu'il y a quand même des industries, mais complètement différent du centre d'appel. Moi je suis un pur fruit de l'industrie automobile, aéronautique. J'ai travaillé 7 ans dans l'automobile, 4 ans dans la chimie et les 5 dernières années dans l'aéronautique, et je suis toujours dans l'aéronautique. Donc expérience très industrielle dans les usines, où on parle beaucoup de bonheur aussi, hein, parce que c'est important en fait, le développement de nos collaborateurs dans un environnement heureux, de bien-être. Et l'approche elle est complètement différente de la vôtre. On a parlé de valeurs, et pour moi, le travail sur les valeurs, il est très important. Et le groupe que je viens d'intégrer un groupe canadien. Je ne peux pas donner de nom parce que c'est confidentiel, mais je viens d'intégrer un groupe canadien et je suis partie au Canada au mois de décembre et j'ai rencontré le PDG. J'ai eu un accueil comme jamais de ma vie j'ai eu de la part d'un PDG, très surprise. Arrivé dans le hall d'accueil en criant « Bonjour Rizden !» Je me suis dit « Bon, ok, j'ai pas l'habitude de ça, parce que la culture d'entreprise est complètement différente. » Il m'accueille, il me parle des valeurs, de ses valeurs à lui, et là il me dit, une de mes valeurs à moi, c'est que vous ayez du fun. Tous les jours, je veux que tous les collaborateurs de notre société aient du fun. Et je vous embauche parce que je compte sur vous pour apporter du fun au Maroc. Alors, c'est surprenant, mais ça colle un peu à la façon dont je vois les choses. Donc ça, c'est pour vous parler de l'expérience très récente que j'ai eue dans cette entreprise. En revanche, j'ai travaillé donc dans différents gros groupes, des grosses structures, où le bonheur au travail, c'est pas seulement de la responsabilité du DRH, et je rejoins complètement toutes les différentes personnes qui l'ont évoqué. Pour moi, il y a la notion que Moufia a évoquée tout à l'heure, qui est vraiment pour moi la base. C'est donner du sens au travail. Donner du sens. C'est-à-dire que je travaille, je suis opératrice, par exemple, j'ai travaillé dans le câblage aéronautique, mais mon travail, il sert à quoi? C'est quoi la finalité de mon travail? Je suis responsable de quoi? Je suis responsable de fabriquer des câbles qui vont être installés dans des avions qui vont voler, où il va y avoir des passagers. Donc, c'est super important. Donc pour moi, il y a plusieurs leviers qui sont super importants pour donner du bonheur aux collaborateurs. Il y a les actions, comme vous avez évoqué, les team building, on va faire des projets, on va faire plein de choses qui sont importants pour moi. Mais ça, c'est des actions éphémères. C'est-à-dire que ça procure du bonheur au moment où c'est pratiqué. Et après, il faut toujours innover, trouver autre chose. Mais la base, le socle, c'est quoi? Donner du sens. Quelle est ma place dans l'organisation? Quelles sont mes responsabilités? Qu'est-ce qu'on attend de moi en termes de description de poste et d'attente dans toutes les dimensions? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Mes responsabilités, mes missions. Ça, pour moi, c'est la base. Ensuite, on a toute la partie l'organisation claire. Je sais ce qu'on attend de moi, mais je sais aussi quelle est ma place dans l'organisation, quel est mon positionnement dans l'organisation. Ça, c'est super important. Ensuite, il y a d'autres éléments. Il y a la reconnaissance. C'est important. C'est important d'être reconnu. Et c'est pour ça qu'en fait, dans les expériences antérieures que j'ai eues,
j'ai beaucoup formé les managers sur le feedback. Mais pas le feedback, on félicite, on tape dans le dos. Le feedback positif et le feedback négatif. Enfin, j'aime pas dire, c'est plutôt feedback d'amélioration. D'amélioration. Et en fait, on a formé nos managers à être des managers coachs. C'est pas des vrais coachs, mais utiliser les méthodes de coaching dans le management au quotidien. Travailler sur le leadership. Et il y a des personnes qui sont présentes avec qui j'ai travaillé. Le leadership, on avait un modèle de leadership à déployer, et on a déployé du top. On est descendu. Mais on a impliqué tout le monde à réfléchir autour du leadership. Et ça, c'était super important. Et un des plus beaux projets auxquels j'ai participé ces dernières années, et qui a vraiment, je pense, procuré du bonheur aux collaborateurs, c'était le travail autour des valeurs. C'est-à-dire que les valeurs, elles sont définies par la direction, mais on reste à l'écoute des collaborateurs sur quel est le sens de cette valeur du point de vue du collaborateur et de les aider à se les approprier. Et ça, c'est super important. Donc, pour moi, il y a effectivement la combinaison des deux, des actions team building, c'est super important, tout ce qu'on peut faire au niveau de la cohésion d'équipe, les formations, d'avoir des formations très pertinentes et qui répondent vraiment aux besoins stratégiques de l'entreprise. Mais toutes les actions sur lesquelles on a travaillé également, c'est aussi des actions un peu plus on donne du sens, on essaye de former et d'accompagner nos managers à manager différemment et à s'adapter justement à cette nouvelle génération qui arrive et à laquelle on doit s'adapter dans le milieu de l'entreprise et répondre à leurs attentes. Donc, pour moi, on est tous responsables du bonheur. Je reviens à ta question, j'ai perdu le fil, je ne sais pas où je suis partie. Non, mais vous n'étiez pas très loin en fait. C'est-à-dire, je me posais la question, est-ce qu'il y a des cultures, il y a des cultures d'entreprise, c'est-à-dire dans lesquelles c'est très facile de mettre en place au fait un management du bonheur. Ou peut-être en fait il y a d'autres cultures qui vont être plus résistantes. Et du coup, c'est-à-dire on ne peut pas aller vers une philosophie du bonheur dans ce type de culture. C'est pour ça que je vous pose la question, selon vous, est-ce que la philosophie du bonheur, est-ce qu'elle est implantable dans n'importe quel type d'entreprise, ou il faut un socle culturel assez spécifique pour qu'elle puisse bien évidemment en fait se faire? Je pense que c'est complètement lié à la vision et à la sensibilité sur le sujet des dirigeants des entreprises. Moi, j'ai travaillé avec des managers complètement différents. Certains managers qui avaient une sensibilité humaine très développée et d'autres qui ne l'avaient pas. Donc ça dépend du manager, c'est-à-dire ça dépend en fait de la vision stratégique du management, du top management, clairement. Je sais très bien que j'aurais pu parler de ce genre de projet à certains managers et me faire rebarrer en me disant mais non, mais attends, on est là pour gagner de l'argent, on est là pour produire des pièces et c'est ça qui est important. Et malheureusement, ça existe encore. Il y a encore des managers qui ne sont pas sensibilisés à cette notion. Moi, personnellement, j'aime pas le terme bonheur au travail. Je l'aime pas. D'accord, pourquoi? Je l'aime pas parce que je trouve que le bonheur, c'est individuel. Et pour moi, le bonheur, c'est... alors, on peut apporter du bonheur, c'est une contribution individuelle qu'on apporte à un groupe ou une collectivité. Pour moi, c'est ça le bonheur. C'est vrai qu'il est très... le concept de bonheur au travail est très controversé. C'est-à-dire plusieurs professionnels, plusieurs sociologues, bien évidemment. En fait, moi j'ai lu un livre dernièrement, en fait, c'est la comédie inhumaine. Voilà, où on est complètement, en fait, il y a des propos très sarcastiques sur le métier du happiness manager chief. Éventuellement, en fait, voilà, ce responsable du bonheur en entreprise, au fait, et on a vraiment dans le livre, on a un peu remis en cause toutes les actions pointues. Prendre le micro, s'il vous plaît. Il y a aussi la happycratie, absolument, le bâton du bonheur et tout. Mais après, pour moi, le bonheur, oui, est individuel, après je rebondis, et il est aussi collectif. Le bonheur, c'est dans le relationnel, on est humain. On est dans le partage. Après, je rebondis peut-être sur des propos. Je ne fais pas que des team building. Je ne fais pas de team building. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi,
actions flash pour des actions marketing ou pour marketing pardon, ou pour animer nos réseaux sociaux. Non, c'est dans le long terme, c'est dans la sensibilisation. Quand on met en place des actions, elles ne sont pas mises en place au hasard. Juste, comme je disais tout à l'heure, juste parce que ça fait tendance, je vais par exemple, je ne sais pas, offrir une rose pour la Saint-Valentin. Non, il faut comprendre, il faut qu'il en ait du sens. Et après, le rôle du manager qui doit accompagner ses collaborateurs, on a plein de programmes, oui, le Sud to Coach, on n'appelle plus nos superviseurs, non, ils sont coach prod. C'est dans le quotidien. Il faut repenser la chose, si vous voulez. Et comme je disais encore tout à l'heure, c'est que le but, c'est qu'on a le droit et on peut être heureux au travail. Et c'est que si on est heureux au travail, on va arriver très facilement au succès. Et on va ramener avec nous et faire accompagner tous nos collègues et notre environnement. Wow, c'est magique. Alors, oui, tout dépend évidemment de la perception et de la posture du top management. C'est-à-dire s'il est convaincu par l'apport des bienfaits du bonheur, s'il est adhérent à la philosophie de Spinoza, donc ça va se faire en entreprise. Alors si éventuellement il a des réticences ou alors il est sur des bienfaits plutôt au fait sur la valeur marchande du travail, donc ça va être plus difficile de mettre en place. Oui, madame. Je vais peut-être rajouter que le bonheur peut être reçu par toute entreprise. Il faut juste l'adapter. Ah d'accord. Pour vous, toutes les cultures peuvent bien sûr le tolérer. Évidemment, un programme pour une entreprise appliquant que des ingénieurs ne sera pas le même, appliquant que des... Non, je parlais de culture d'entreprise comme ça. Surtout C'est-à-dire, parce que la t'es culture bien une entreprise familiale, t'es bien une petite entreprise, la multinationale. Oui. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus les multinationales qui sont plutôt, on va dire, dans cette philosophie du bonheur au travail. Mais quand on fait un travail auprès, bien sûr, de l'entreprise familiale ou la petite ou moyenne entreprise, donc on parle beaucoup plus des biens productivité, mais on parle moins de cette notion du bonheur au travail, le bien-être au travail. C'est ça que je parlais de culture, c'est-à-dire est-ce que c'est un camp uniquement multinational, ou alors même la petite entreprise ou entreprise familiale au Maroc peut aussi des bienfaits pousser la réflexion vers des bienfaits d'une réflexion plus humaniste et plus humaine pour un management peut-être plus humain, j'ai l'impression en fait. C'était un peu ça la question. Dans ce sens-là. La réponse reste la même en fait, il faut juste que notre vision pour le Madame Lufia n'est pas d'accord. Voilà, donc on passe. Oui, dites-moi. Oui, on va continuer, puis je donnerai le micro. Oui, je disais qu'il faut que cette culture, peut être reçue par n'importe quelle culture, d'entreprise, petite entreprise, grande entreprise, opérant sur n'importe quel secteur. Il faut juste comprendre, parce que le bonheur passe par l'humain, il faut humaniser le travail, nos relations. Les ressources humaines ont tellement évolué qu'on parlait à un certain moment de chef du personnel, c'est passé à l'appellation responsable directeur des ressources humaines. Donc on comprend que c'est l'humain, et donc si on met l'humain au centre de nos intérêts, peu importe la culture, peu importe la taille de l'entreprise, on aura fait un bon bout de chemin pour une réussite collective. D'accord, merci. Madame Aki, vous avez un souvenir Là, je vais juste faire le parallèle en fait, parce que c'est vrai qu'on parle de bonheur, mais dans l'absolu, je vous rejoins complètement, on ne parle de bonheur qu'à partir du moment où on a compris qu'un collaborateur heureux était 30 fois plus productif que celui qui ne l'était pas. Ce sont des entreprises qui sont souvent cotées en bourse, qui sont dans le profit, donc on n'est pas dans le non lucratif et on n'est pas dans l'absolu. Je cherche le bonheur pour mes concitoyens. On reste quand même dans cette notion de profitabilité. Donc, quand on a compris, je vais faire le parallèle avec la femme. Quand est-ce qu'on a compris et quand est-ce que les entreprises ont compris que d'avoir une mixité et d'avoir des femmes dans le comité de direction et dans l'entreprise avait un intérêt. Quand on a posé en disant oui, il faut mettre des femmes, ça n'avait pas de sens. Alors, on parlait de quotas. À partir du moment où on a commencé à mettre en place des études qui ont prouvé que des entreprises qui avaient une véritable mixité étaient des entreprises plus productives, plus créatives et qui avaient une meilleure profitabilité, c'est là que ça a pris son sens. Et c'est là que les entreprises se sont emparées, qu'elles soient familiales, multinationales ou autres, elles se sont emparées de ça en se disant, bah oui, si j'ai un comité de direction avec des femmes qui vont apporter leur spécificité, leur créativité, mixée avec des hommes qui vont aussi avoir leur côté. C'est ce mélange-là qui va faire qu'on va être plus productif.
Donc à partir du moment où vous liez un concept, quel que soit le concept, avec la notion de productivité et de ce que ça va apporter à l'entreprise, elle s'en empare. Si vous le dissociez en disant « moi, fondamentalement, je veux faire de mes collaborateurs des gens heureux », sincèrement, ça ne contribuera à rien du tout et ça n'aura pas d'emprise dans le monde du business. Il faut parler de même langage. Oui, il faut être crédible. Voilà, il faut être crédible, oui. Merci. C'est vrai que, au fait, les anciennes générations ne faisaient pas vraiment le lien entre le bien-être et le travail. Hein. C'est-à-dire, ils étaient beaucoup plus sur le travail. La situation, elle a beaucoup changé, surtout avec la génération Y aujourd'hui, hein, les jeunes diplômés. Ils sont plus connectés aujourd'hui, ils sont plus informés, plus diplômés aussi. Et puis, ils aimeraient pas se contenter d'un travail alimentaire, c'est-à-dire ce qu'ils cherchent, c'est plutôt joindre l'utile à l'agréable. Donc, ça nous amène systématiquement, en fait, à parler de cette quête d'accomplissement de soi. C'est-à-dire, la génération lyrique aujourd'hui, donc, a été prouvé qu'elle n'est pas là pour justement, en fait, pour gagner sa vie, mais quand elle est dans une entreprise, c'est pour s'accomplir sur le plan psychologique, sur le plan personnel. C'est pour ça que, bien sûr, je donnerai la parole à Madame Khamish, qui est directeur de l'épanouissement et développement humain à Dolidol. Donc, la question est la suivante. Quelle différence faites-vous à Dolidol entre bonheur et épanouissement au travail, en fait? Et pourquoi l'épanouissement et pas le bonheur? Parce que nous sommes une entreprise d'abord qui doit gagner de l'argent, qui ne peut pas être dans la profitabilité et parler de bonheur. C'est un concept qui, moi, personnellement, en tant qu'RH, sur lequel je suis complètement contre. J'ai le panel assez controversé aujourd'hui ce soir. Oui, madame. En fait, pour moi, il faut contextualiser les choses par rapport à l'entreprise et dans ce qu'elle est et à un moment T et ce dont elle a besoin pour sa profitabilité et pour son avenir. Et je reviens toujours, quand le manager sait qu'il est en train de construire une cathédrale, et bien il se donne les moyens, avec les hommes et les femmes avec lesquels il travaille, pour atteindre au mieux cette cathédrale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour moi, tout dépend du top management et comment il voit son management. Si c'est un management de bienveillance, il va essayer de mettre tous les ingrédients pour donner du plaisir au travail à ses collaborateurs, pour essayer de mettre des choses qui vont donner du bien-être à ses collaborateurs. Et pour moi, ce sont ces deux choses-là qui sont les plus importantes. Dolidol est une entreprise qui a plus de 50 ans, qui est une entreprise familiale. Aujourd'hui, c'est sur un grand complexe de 25 hectares où nous avons 6 usines. Nous sommes à peu près 2000 collaborateurs. Dans les 2000 collaborateurs, les ouvriers doivent être à peu près 1300. Donc, si moi je dois voir quelle est la qualité de travail, mettre des indicateurs de mesure, et la moyenne d'âge de nos ouvriers est à peu près de 45-50 ans. Donc, tout le système de bonheur dont on parle, dont j'entends parler, moi je ne peux pas le mettre au niveau des usines. Ils sont des gens tristes, hein? Pardon? Ils sont des gens tristes. C'est-à-dire que lorsque... Alors, ce ne sont pas des gens tristes, mais une des choses que dit le dirigeant de cette entreprise, Janice Ali, je veux qu'ils aient du plaisir à venir travailler. Donc, j'essaierai de mettre toutes les actions pour qu'au moins dans le transport le matin, puisque les gens parlent beaucoup, et les Marocains parlent encore plus, qu'ils aient des choses agréables à partager, plutôt que de partager les problématiques qu'ils vont vivre. Donc, voilà. Donc, toutes les actions que nous mettons en place, ce sont des actions qui vont dépendre d'un moment donné de la vie de l'entreprise et de la vie de l'usine. Et elles ont toutes un sens commun,
mais alors, si on les prend les unes à côté des autres, ben, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et je vais donner un simple exemple qui, pour moi, est révélateur de ce qu'on peut apporter aux collaborateurs pour qu'il ait du plaisir, pour qu'il ait des liens positifs. Un directeur d'usine m'a consulté, m'a demandé, Wafa, je dois mettre en place les 5 S. Et les 5 S, on a fait des formations, et ça ne marche pas. Bon, au bout de 15 jours, l'opérateur a tout oublié. Je dis, mais tu sais, si on prenait dans l'autre sens et qu'on faisait un système d'appropriation, et on fait monter les ouvriers de ton usine par atelier de 10 et on leur demande quels sont leurs besoins, de quoi ils ont envie. Et puis, nous, on va guider vers sa responsabilité par rapport à son poste de travail. Alors, dans les besoins qui sont remontés et sur lesquels eux-mêmes ont travaillé pour pouvoir s'approprier, puis ensuite garder le besoin de nous pardonner. C'est nécessaire, parce qu'on ne parle en arabe. Et pour moi, comment est-ce que j'allais mettre le pardon entre elles? C'est des femmes qui travaillent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ensemble. Il y a des nœuds qui se sont mis en place, des habitudes, des clans. Et je me suis dit, tiens, c'est bon, comme c'est des ouvrières et que bon, elles sont beaucoup dans la spiritualité, j'ai amené quelqu'un de spirituel pour leur expliquer ce que c'était le pardon. D'un niveau spirituel, comment elles pouvaient l'appliquer tous les jours dans leur relation au travail, dans leur relation à leur mari, etc. Donc et pour eux, ça a été quelque chose qui a déclenché d'autres relations. Et maintenant, quand je descends dans les usines, elles sont toutes heureuses. Quand est-ce que vous allez nous mettre encore quelque chose en place pour qu'on ait de meilleures relations? Et ça a permis de fluidifier les relations qu'il y avait entre ces femmes. Pour moi, c'est participer à ce qu'elles travaillent mieux, qu'elles soient plus productives, que ce qu'elles... les bandes qu'elles cousent, ben, qu'elles soient meilleures, que je n'ai pas de retour et en même temps dans leur relation, c'est plus agréable. Et puis est-ce qu'il y a un département RH et puis la direction d'épanouissement, ou alors c'est amalgamé au fait c'est à la fois la fonction RH ou la fonction gestion du personnel, parce que quand on parle des usines quand même, je sais qu'on fait beaucoup plus la gestion du personnel que de la RH éventuellement dans ce type de structure. Alors comment est-ce qu'on peut être sur la fonction éventuellement de la gestion du personnel, mais en même temps on est en train de prôner l'épanouissement au travail? Nous avons complètement séparé la direction de l'épanouissement et du développement humain, qui comprend le recrutement, le développement du capital humain, la formation, la culture, et nous nous appuyons beaucoup sur la culture d'entreprise. Toutes nos actions, on donne du sens à partir de nos valeurs. Et la direction de l'administration du personnel et des moyens généraux, et même leur attachement est différent. L'épanouissement dépend du directeur général parce que ça lui donne plus de force et parce qu'effectivement, il tient beaucoup à l'épanouissement de ses collaborateurs. Et la DAPMG dépend des fonctions support, qui est de la gestion quotidienne. Très bien. Voilà. Oui, c'est vrai que pour que ce soit, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre ça sur le compte quand même de la direction qui se charge des pointages, etc. Parce que c'est vrai que ça va. Tout à fait. Maintenant, ça ne nous empêche pas de mettre un certain nombre d'actions. Bon, quand j'entends parler de talent et culture, bon, nous avons fait des actions pour découvrir les talents de l'entreprise dans plusieurs domaines culturels, sportifs, artistiques. Et bon, nous avons travaillé ça pendant une année et ça a créé de l'émulation, du plaisir, du mélange de population. Quand j'entends parler de journées pour solidaires, ben, nous faisons de la solidarité tout en donnant des challenges aux collaborateurs. Bon, le dernier que nous avons fait, ça a été d'emmener 50 collaborateurs sur le mont Goun en faisant une action solidaire dans la région. Très bien. Moi, je ne vous cache pas, pour vous inviter, quand j'ai vu l'intitulé au fait directeur d'épanouissement, et j'ai vu Brive à côté, donc j'ai pensé justement en fait, à l'industrie, au secteur industriel. Et après, bien fait, par les études, etc., c'est vrai que quand on travaille avec la gêne des ouvriers, si on revient un peu à la pyramide des motivations de Maslow,
C'est-à-dire la gêne des ouvriers, elle est beaucoup plus, on va dire, motivée par les besoins de sécurité, bon, à la limite l'appartenance, un tiers, et en fait un travail qui a été fait sur les qualifications. Et donc l'épanouissement personnel se trouve quand même dans le sommet de la pyramide de Maslow. Donc après, je me pose la question, comment vous avez été persuadé que les ouvriers à de l'idole cherchaient finalement en fait l'épanouissement et peut-être pas uniquement la sécurité ou que la sécurité. Voilà, pour penser qu'il y a en fait une direction pareille, pour construire du sens quand même autour de cette valeur qui est celle de l'épanouissement des leaders. Vous savez, un ouvrier a un travail très dur tous les jours. Certainement. Il se lève à peu près à 5 h du matin pour pouvoir arriver à 8h moins quart, pointer à 8 h et travailler, bon c'est 8h30, et en règle générale, il fait beaucoup plus parce qu'il fait des heures supplémentaires pour avoir plus d'argent en fin de mois. Donc tout ce que vous pouvez lui mettre à disposition pour lui donner le sourire, lui fera du bien et il sera preneur. Quand vous inscrivez des enfants des ouvriers à une fondation pour que ils puissent avoir un suivi scolaire pour lutter contre l'abandon scolaire et que vous payez pour eux, vous touchez complètement son cœur. Et bon, quand il arrive le matin, il se dit c'est eux qui payent pour mon enfant. Et aussi, voilà, de mettre en place des actions qui pourraient bien sûr l'améliorer. Voilà, donc dans ce sens. Alors, j'arrive systématiquement à ma dernière question pour après vous livrer bien sûr à notre audience. Donc, je vais faire un petit tour de table. D'accord, juste après la question. Alors, je fais un petit tour de table. Alors, chacun parmi vous va dire, dans votre quotidien, quel est l'indice bonheur que vous avez à l'œil et auquel vous faites attention éventuellement en fait, tous les jours pour dire que les collaborateurs sont heureux ou ils sont pas heureux. Je commencerai par Mme Friedrich. On peut parler d'un autre indice bonheur? Alors, l'indice d'épanouissement, voilà. Alors, l'indice d'épanouissement, voilà, c'est-à-dire qu'il montre que les. Je ne vais pas parler d'indice d'épanouissement, mais je vais parler plutôt. Les gens sont dans un mindset positif, dans leur travail, dans ce qu'ils doivent produire tous les jours. D'accord. L'indice auquel je fais le plus attention et que dont je n'ai pas de mesure scientifique, c'est les bruits de couloir. D'accord. C'est votre. C'est mon indice. Tant que j'ai des bruits de couloir négatifs, de ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, etc., qui sont grossis, ça veut dire que ça ne va pas et que les gens ne sont pas bien, ne sont pas tranquilles dans leur travail. Ça, c'est au niveau de l'entreprise où je suis, je contextualise. Très bien, merci. Mais comment est-ce que vous avez accès au bruit de couloir? Parce que de par votre poste, quand même, qui est quand même un poste assez institutionnalisé, voilà, on se fait d'accord. C'est-à-dire, quand on est directeur de l'épanouissement, après, comment est-ce que je pourrais, moi, savoir qu'est-ce qui se dit éventuellement chez les opérateurs, les petits opérationnels, les petites ouvrières, qui sont carrément devant le patron en train de. Voilà, etc. Vous avez plusieurs manières. Et un directeur des ressources humaines qui ne fait pas attention au bruit de couloir et de ce qui se passe dans l'entreprise, qui n'a pas ses sources d'information, qui ne bouge pas, qui ne va pas dans. Moi, je fais un tour dans les usines. Je ne vais pas dire tous les jours, mais pratiquement tous les 2 jours. Et je vais dire bonjour, et je vais dire comment ça se passe, et je vais parler au directeur d'usine, et puis je vais parler à quelques opérateurs. Et puis, les gens viennent aussi vers moi en me disant, bon, tu sais ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je suis beaucoup plus une femme de terrain qu'un directeur d'épanouissement. Voilà. Donc, très bien, donc oui, bon, très bien. Les bruits de couloir, c'est vrai que moi voilà, c'est-à-dire étant quand même académicienne dans le domaine des ressources humaines, c'est-à-dire les bruits de couloir, pour moi ce n'est pas un indicateur formel. Donc c'est parce que c'est plus j'ai bien dit, je contextualise par rapport à là où je suis, par rapport au contexte dans lequel je suis. Très clair. Merci madame. Très bien, madame Fikri, à Comdata Group, quel est l'indice bonheur que vous avez à l'œil tous les jours? Je rejoins votre avis. Et contrairement au bruit de couloir, c'est les bruits de salle de pause. Oui. Il faut être très proche des collaborateurs
D'accord. Donc, c'est tout un travail, c'est un travail de tout le comité de direction, si je puisse dire. Nos réseaux sociaux sont tout le temps ouverts aux collaborateurs qui n'hésitent pas, eux non plus, à nous faire remonter l'information à l'instant T. S'il y a un problème pour le transport, ils nous envoient un message illico. Et il y a aussi des instances que propose et qu'anime notre directeur général, c'est les coffee calls, une fois par semaine. Et ben, il s'entretient avec les téléconseillers, parfois avec les fonctions support, parfois avec le middle management, tout le temps pour écouter, pour être à l'affût des mouvements communs. Il faut maintenir cette écoute avec l'environnement et les collaborateurs. Merci. Donc c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire bon, là on comprend bien que finalement, en fait, pour être manager du bonheur ou dans l'épanouissement, il faut avoir cette zone de confort avec l'autre. Donc cette confiance et cette zone de confort pour qu'on puisse bien évidemment en fait, les écouter. Merci mesdames. Donc Madame Matuta, quel est votre indice bonheur que vous surveillez et qui vous croyez, enfin dans lequel vous croyez? Alors pour moi il y a deux dimensions. Il y a la dimension chiffrée, qui sont le nombre de démissions au quotidien, s'ils sont localisés dans un secteur ou pas un secteur, c'est un signe. Et le nombre de malaises. Le nombre de malaises. Alors j'ai découvert une nouvelle maladie depuis que je suis au Maroc, c'est le malaise. Badri rigole parce qu'on travaillait ensemble et il me connaît bien sur le sujet. Malaise dans quel sens? C'est-à-dire il tombe dans les pommes, ça se passe comment? En fait, cliniquement, quand on tombe dans les pommes, c'est qu'on a une pathologie, quoi. Vraiment. Ouais. Mais ici, non. Donc, surtout dans le où je travaillais. Et donc, le nombre de malaises, c'est un sujet, un vrai. J'ai eu une réprimande de mon manager et une crise d'hystérie. J'ai eu une réprimande de quelqu'un et c'est très particulier. Donc, il y a ça, mais c'est un indicateur, en fait. D'accord. Parce que même si on le simule, c'est qu'il y a eu un mal-être. Donc voilà. Donc il y a ça au quotidien. Donc finalement, c'est le conflit. La démission, c'est pas forcément un conflit. Mais pour le malaise. Mais pour le malaise, c'est peut-être. Non, c'est pas toujours lié à un conflit avec le manager. Ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Moi, j'essaie d'être pointue dans les mais ça peut être une personne qui. Je travaillais beaucoup avec des femmes. Donc on était 1500, 90% c'était des femmes. D'accord? Et donc beaucoup d'ouvrières qui ont beaucoup de mérite. Je rejoins tout à l'heure ce que disait Wafa, c'est elles se lèvent le matin, elles préparent leurs enfants, le repas du midi pour leurs enfants, elles travaillent, elles font des heures sup, elles rentrent le soir, elles s'occupent de leur famille. Enfin moi j'étais vraiment en admiration pour ces personnes, vraiment, vraiment. Et je leur tire mon chapeau parce que moi je ne suis pas capable de gérer un tel rythme de travail maison, travail sur mon lieu de travail et à domicile. Difficile d'être heureux quand on est dans cette. Et donc c'est vraiment difficile d'équation. Et donc des fois, moi j'ai eu des cas où il y a eu des malaises qui sont importants, où je croise une personne qui est en train de pleurer. Et en fait, c'est ça aussi l'autre indicateur qui n'est pas mesurable, c'est le bonjour et la façon dont on vous dit bonjour. Parce qu'elle porte tellement de choses que des fois, c'est lié à des événements extérieurs. Et je trouve que c'est super important en tant qu'employeur de pouvoir ménager ces personnes quand elles traversent une période qui est difficile. Et c'est vraiment ce sur quoi j'orientais. Et donc ça, pour moi, c'est pas mesurable. Il y a le nombre de malaises, mais après, il y a aussi les regards que vous croisez dans l'atelier, parce que moi aussi, je suis très terrain. Les nombres de regards que vous croisez, la façon dont on vous dit bonjour, qui n'est pas comme d'habitude, le regard qui n'est pas comme d'habitude, et ça, c'est pas mesurable concrètement. Donc pour moi, c'est vraiment les deux. Merci. Donc on reste un peu sur les mêmes choses, c'est-à-dire c'est ce feeling, cette proximité avec le collaborateur, cette, j'ai envie de dire, ce sixième sens, cette capacité qu'on a de dire en fait à cette empathie aussi. Il faut dire que c'est un vrai travail d'empathie, savoir ce que vous faites, voilà, qui vous permet bien évidemment en fait d'interpréter les non-dits. Voilà, merci. Madame à L'Oréal, quel est votre indice bonheur? Je rejoins effectivement Leslie, c'est qu'il y a un indicateur factuel, c'est que si les gens n'aiment pas travailler, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas très motivés pour venir au bureau et du coup ils ne sont pas forcément très bien dans leur job. Donc souvent effectivement l'indicateur de l'absentéisme,
est très importante. Ça, c'est sur le côté, on va dire, chiffré. Et après, c'est une auto-analyse, encore une fois. Moi, j'aime bien l'image du thermomètre, mais quand on se lève le matin et qu'on se dit je suis super heureuse d'aller retrouver mes collègues et d'être dans l'ambiance de travail, quand même, voilà, on est sensible tous à l'environnement de travail. Donc si on a, et on sent qu'il y a un stress au niveau du travail, on le ressent aussi, on est humain. Donc DRH, c'est aussi RH, c'est le H, humain, ce qui nous concerne. Et j'aime bien aussi le répondant par rapport aux initiatives qu'on met en place. Par exemple, quand on a une initiative qui s'appelle le Stop Illettrisme, qui fait appel à des tutorats, et du coup des collaborateurs, on leur demande, basé sur le volontariat, de venir travailler avec nous, et qu'on est obligé de rajouter des chaises dans la salle quand on organise la réunion, waouh, franchement, ça me rend très très fière de faire ce métier-là, et je me dis, j'ai des super collaborateurs, quoi. Voilà, ça me rend fière, vraiment, d'avoir ces initiatives, de savoir qu'ils sont là, ils sont présents. Que demander de plus? Monsieur Cardizzi, donc quel est l'indice bonheur que vous conseillez à vos clients en fait, qui devraient avoir à l'œil? Alors écoutez, pour moi, je pense que la fonction RH doit être imprégner aussi des indicateurs business. C'est-à-dire aujourd'hui, comme les DRH font partie du comité de direction, donc ils ont suivi, et il faudrait aussi que même leur équipe soit sensibilisée par rapport à ça. C'est-à-dire, on est en mois d'avril, on a atteint combien par rapport aux objectifs annuels, on a atteint combien en termes de marge estimative. Ce sont des indicateurs qui, parce que les RH sont connectés avec la partie sociale, ils connaissent un peu comment est-ce que les gens réagissent. C'est-à-dire, il vaut mieux anticiper des problèmes plutôt que de traiter ça en fin d'année. Parmi les indicateurs, rapidement, ce que je conseille aussi, c'est le taux de tout ce qui est absence, tout ce qui est retard, c'est important aussi. Tout ce qui est churn, tout ce qui est des gens qui vont déposer la démission et la raison de ces démissions-là. Et c'est vrai, Rizla l'a dit tout à l'heure, c'est aussi localisé par zone. Parce que quand c'est localisé par zone, ça veut dire que le problème, c'est du management ou de le management. Savoir identifier les problèmes et essayer un peu de zoomer sur ces indicateurs. Et peut-être, je finis juste avec un indicateur rapide, tout ce qui est bonheur au travail au Weda. Le bonheur au travail, en fait, non, Weda, c'est très. Pour le haut effet. Voilà, donc c'est du marketing RH. C'est pas peut-être une mesure annuelle, mais aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut mesurer de manière, je dirais, mensuelle. Et le bonheur, peut-être de voir aussi sur d'autres actions, la formation, le suivi, le coaching des équipes, la formation des formateurs. Très bien, merci. Alors, je prie, vous êtes heureux au travail, n'est-ce pas? Voilà, les 5. C'est génial. Alors, donc, comment, si vous avez bien donné des conseils à notre audience aujourd'hui, alors, quels sont selon vous qui, dans la pratique du bonheur au quotidien, qui est dans l'empathie tous les jours, et qui est dans cet accompagnement-là, et surtout, vous qui avez le souci que les collaborateurs soient heureux, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes dans l'entreprise dans le souci, et que les collaborateurs soient productifs, et que les collaborateurs, eh bien, en fait, ne s'absentent pas, est-ce qu'il n'y ait pas un taux d'erreur qui est élevé, qu'il n'y ait pas un taux de réclamation qui est élevé. Il y a d'autres qui ont d'autres soucis dans l'entreprise, mais votre souci à vous, c'est qu'ils soient heureux. Maintenant, eh bien, en fait, vous, selon vous, comment est-ce que chaque personne en entreprise peut-elle, bien sûr, contribuer à son propre bien-être en entreprise, mais sans tenir avoir besoin d'un manager du bonheur ou d'un directeur épanouissement ou même un directeur RH? Comment est-ce que chacun, selon vous, peut contribuer à son propre bien-être tous les jours? En amour. C'est-à-dire, si chacun se dit, mais vraiment, et le ressent, il se dit, alhamdoulilah, tu vois, et après il commence à travailler, et là, franchement, il y a beaucoup de choses. On est dans l'acceptation, la gratitude, voilà, déjà si on commence par cette base-là, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de verrous qui se retirent. Merci, la gratitude. Madame Matouta. En un mot, hein. C'est difficile. Aimer ce qu'on fait.
3 mots, c'est pas grave. 4 mots, c'est pas grave, ça fait une phrase. Comment je le résume en un mot? Oui. Non, voilà, aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait, et dans la reconnaissance. Oui, voilà. Oui, pour monsieur Duchamp. Alors, en un mot, je pense engagement. Quand on a des gens qui sont engagés, ça veut dire qu'ils ont franchi beaucoup d'étapes. C'est-à-dire quand ils s'engagent, il sera heureux. Exactement. D'accord, merci. Oui. Oui, Madame Fikri. En un mot, qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller à vos collaborateurs? S'aimer. Ouais. Merci. Moi, je dirais la même chose que et c'est Alhamdulillah. Donc, je dis Alhamdulillah, après tout peut s'arranger dans la journée. Oui, merci. Voilà, on finit sur la gratitude, les signes de la gratitude. Et c'est vrai que Aristote avait dit le désir est l'unique force motrice. Et qu'après, éventuellement, en fait, Spinoza avait dit que le désir est l'essence même de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune motivation autre que le désir. Et que, éventuellement, en fait, le bonheur, finalement, c'est quoi? C'est un désir d'être heureux. Et puis, quand on a un salarié qui désire lui-même être heureux, donc certainement qu'il va se créer les moyens pour être heureux en entreprise. Maintenant, bien sûr, une entreprise qui est convaincue de la place qu'occupe le bonheur au travail, elle va certainement mettre en place les outils, les moyens. On a vu que c'est très controversé, que chaque entreprise, dans sa culture, ses moyens, le mindset du top management va essayer, bien sûr, de mettre en place au fait les stratégies, peut-être bien les process, les procédures, ou alors peut-être bien en fait une culture de bienveillance et de leadership accompagnateur. Mais le bien-être et le bonheur, c'est quand même une responsabilité à nous tous. Donc d'abord aux salariés et par la suite, et bien en fait à l'entreprise. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre présence ce soir. Et puis merci à vous, chers audiences. Merci beaucoup. Donc nous passons aux questions, donc vos interrogations, vos questions, vos remarques, vos échanges, votre vécu, vos expériences. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels ici que je reconnais, beaucoup de managers ici, puis voilà, donc nous vous écoutons. Merci. Alors on va s'organiser ainsi, on va prendre 3 questions, 3 par 3, ok? Et puis après le panel aura le loisir de répondre. Ok, très bien. Je vais Déjà par remercier Madame Leila, effectivement, pour votre invitation. J'avais effectivement une question que vous m'avez piquée. C'était effectivement, ça portait également sur la mesure de l'impact, effectivement, des actions des CHO, des responsables, c'est-à-dire d'épanouissement, etc. Ouais, mais quand même, je vais commencer par un petit commentaire. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez parlé de la perception de l'entreprise quant c'est-à-dire cette notion de bonheur au travail. Mais est-ce que également vous avez pensé à la perception de l'employé ou du salarié, effectivement, de cette notion? Madame Khamichi, c'est-à-dire vous l'avez noté à travers quelques exemples, par exemple les salles de prière, etc., etc. Mais aujourd'hui, vous le savez, c'est-à-dire on le dit, on le répète, un salarié content, heureux, ne quitte jamais l'entreprise. Mais malgré ça, pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire on arrive, c'est-à-dire à rencontrer des salariés qui sont quand même, c'est-à-dire heureux, qui quittent l'entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un grand travail, c'est-à-dire à mener, un travail de recherche pour comprendre effectivement cette perception c'est-à-dire de nos collaborateurs de cette notion de bonheur au travail? Donc voilà, c'est ma question. Merci. Donc, on a bien noté, on prendra une deuxième. Consultante dans le département de l'analyse stratégique à l'Agence mondiale de communication. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour cette conférence et pour le partage de vos expériences. Donc, toujours le travail du responsable du bonheur est encore un peu flou quand même au Maroc, c'est assez récent. J'ai eu l'occasion de me documenter sur le sujet dans pas mal d'autres pays et j'ai lu des articles qui parlaient un peu de cet effet mode finalement de ce métier. Donc ma question c'est, au Maroc, quel est l'avenir de ce métier? Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce qu'il y a une évolution? Et la perception est-ce qu'il y a déjà, parce qu'aujourd'hui la perception elle est un peu, on va dire, un peu disparate, si on peut dire ça. Et du coup, est-ce que le fait d'être un responsable du bonheur au Maroc
est pris au sérieux, sachant qu'il y a aussi d'autres métiers, notamment dans la communication et le marketing de manière générale, qui ne le sont pas encore pour certaines personnes. Donc voilà pour ma question par rapport au sujet. Merci. Je suis coach de vie et coach en général, et je fais du coaching à Montréal, au Canada. Ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu ce qu'elle a mentionné, parce que je l'ai vu et je le connais. Je suis marocain-canadien. Je peux vous dire que, franchement, l'autre fois j'étais ici pour le dernier thème qui était sur la relation au travail. La reconnaissance. La reconnaissance au travail. Et ça rejoint beaucoup le sujet du bonheur au travail. J'ai un petit résumé que je vais vous ramener, parce que j'ai formé des gens, j'ai collaboré avec des entreprises, et j'ai même la réponse pour monsieur par rapport à pourquoi on peut être dans le bonheur. Et c'est pas assez, parce que moi j'ai travaillé pour Bell Canada, okay, et j'étais très bien. Il y avait un Chinois et moi qui avaient les meilleurs stats parmi 3000 personnes. J'avais $1000 de plus sur mon salaire de bonus. Mais je voulais avoir mon propre entreprise, parce que de fils, de père en fils, on était entrepreneurs. Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est qu'on peut être salarié, mais on n'est pas assez satisfait. Je pense que ça rejoint beaucoup de personnes ici. Je le vois dans les regards et tout. Je peux dire aussi par rapport au bonheur au travail, vous avez parlé d'amour. Le secret, il n'y a pas de secret, c'est l'amour. Quand on aime quelque chose, on aime quelqu'un, on est là, on est présent, on se donne, on investit. Et pour les sociétés, pour la mentalité marocaine, et pour un peu partout, je pense qu'il faut aussi sensibiliser les gens, et éduquer, programmer les gens. C'est comme quand on a parlé de la dame de qui a parlé de prière, qui a parlé de foot, c'est un truc de gestion de stress, de reconnaissance et tout. Et sur ce, je vous remercie. Très bonsoir. Merci à vous. Très bien, donc selon vous, aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas été heureux parce que vous aviez d'autres ambitions et que finalement c'est le salariat qui était problématique, mais vous aviez un peu l'entrepreneuriat dans l'ADN. Voilà, c'était ça un peu qui a fait que vous avez changé de vie. Merci. Oui, merci. Alors donc, la question, mesdames et messieurs, c'est est-ce que la dimension perception du salarié a-t-elle été prise en compte? C'est-à-dire dans l'entreprise, ou alors ça émane d'une perception subjective, ou alors d'une décision stratégique au niveau du top management. Ben écoute, aujourd'hui j'ai décidé de subvenir à mes besoins spirituels, et du coup, vous savez les gars, je veux du bonheur dans ma boîte. Voilà, maintenant que ça y est, j'ai du chiffre, je passe à autre chose. Ou alors, ça part vraiment d'une perception finalement, en fait, ou alors que la perception a été intégrée. Merci, voilà. Merci. Alors, vos réponses, mesdames et messieurs, qui veulent intervenir sur la question. On le fait comme vous le sentez. Oui, madame Khamichi. En fait, si ça part de la perception de la direction générale, quel que soit, en tout cas pour moi, quel que soit le public que vous avez en face de vous, vous n'aurez pas d'adhésion. Donc, bien sûr qu'on part d'une perception, d'un besoin, de quelque chose qui est exprimé du terrain pour pouvoir mettre en place une dynamique X ou Y. C'est ce qui fait aujourd'hui que certains salariés effectivement se limitent à l'aspect rémunération, pour dire qu'effectivement aujourd'hui je préfère changer pour effectivement un poste qui va me permettre un salaire encore plus... Alors je voulais parler aussi parce que vous avez parlé de la rémunération. Moi aujourd'hui dans le complexe dans lequel je suis, il y a une entreprise d'industrie automobile. Dans l'industrie automobile, aujourd'hui, ça foisonne. Moi, quelqu'un que je paye à 100 et qui trouve chez le concurrent, parce qu'il y a une très vive concurrence aujourd'hui sur les salaires, et que j'ai connu il y a quelques années dans les télécoms, quand quand Wana est arrivé, j'étais en RH chez eux, je sais ce qu'on a publié à droite et à gauche et à quel prix. S'il gagne chez moi 100, et qui va dans une entreprise chez qui il va gagner 200, il va me dire je suis heureux chez toi mais je suis désolé, je vais lui dire mais pas. C'est la loi du marché. Et je suis obligée, soit je m'aligne sur le secteur dans ce qu'il est, soit je n'ai pas les moyens de m'aligner, et je serai OK avec lui s'il part en attendant la stabilisation du secteur. Mais bon, si moi, chez moi, je n'ai pas de possibilité d'évolution pour quelqu'un, même si je lui mets des smileys tous les jours,
Je ne peux pas lui dire reste chez moi parce que tu as des smileys. Voilà, donc, et c'est pour ça que je rejoins ma collègue de L'Oréal qui dit que c'est un certain nombre d'ingrédients, il y a un basique, un minimum que nous devons mettre en place avant de parler, pour aller de plaisir, de bien-être. J'aime pas ce mot et j'y arriverai pas. Voilà, mais bon, pas quand même. Voilà, donc, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui risque effectivement de tuer l'idée dans une entreprise, de créer carrément un département bonheur, avant effectivement qu'ils aient vu effectivement le jour. Et je parle ici du comité de direction qui... J'aurais aimé écouter aussi un psychologue. Parce que quand on parle de bonheur au travail, ça ne concerne pas que les employés. Ça concerne aussi le manager, le chef d'entreprise. Ça concerne aussi ce responsable de bonheur, est-ce qu'il est heureux? Ça, c'est très important. Et puis, on ne peut pas être heureux au travail et ne pas être heureux au travail, il y a un peu du personnel. On ne peut pas avoir des problèmes à la maison, on ne peut pas avoir, je ne sais pas, une maman qui est malade, un enfant handicapé. Il faut un plus, pas que le travail, pour qu'on soit heureux. Ma question, par rapport à cette personne, et je vous félicite, c'est très intéressant ce que vous faites, est-ce que vous avez recours à des psychologues? C'est ma question. Merci. C'est-à-dire à titre personnel ou ils ont recours pour le... Merci, oui, voilà. Merci. Nous allons prendre une deuxième question, s'il vous plaît, oui. Excusez-moi, vous faites le geste à chaque fois, mais bon. Très bien. Oui. On va tous parler, on est là pour la soirée. Oui. Bonsoir tout le monde, c'est Sabine Cabouche, je suis chef de projet AMOA à Tijari Montauban et je suis actuellement aussi étudiante en exécutif MBA à l'école Pont-Chaussée Paris en partenariat avec Fox Business School à Philadelphie. Donc moi depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'on pose toujours des questions plutôt orientées entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait entreprise? Pourquoi on ne pose pas la question par rapport à qu'est-ce qu'il fait l'employé au sein de l'entreprise pour trouver son propre bonheur? Par exemple, si je prends mon exemple pour donner un exemple très concret, moi j'ai commencé très très petite dans une grande structure qui est Tijari Montauban, qui est quand même très connue, la première banque au niveau de, si j'ose dire, au niveau de l'Afrique. C'est une grande structure, il y a beaucoup de collaborateurs. Alors la première question que je me suis dit, je n'ai pas commencé en étant étudiante, mais plutôt un simple employé. Comment je peux faire pour me distinguer des autres? Qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui va créer mon bonheur? Qu'est-ce qui va faire en sorte que moi, je gère ma carrière au sein d'une structure comme NSI qui est très grande? Et bien, j'ai trouvé la réponse, c'était de me distinguer, de faire un travail sur moi. Le premier travail, c'était du développement personnel. Donc, j'ai cherché. Il y a les MOOC qui ont fait ravage depuis 2014. Donc, j'ai commencé par travailler mes soft skills. Par la suite, terminer mes études, essayer de toquer les portes qu'il faut. On a toujours tendance à dire que, justement, ce que vous avez dit tout à l'heure, parfois, le mindset du top management. C'est pas vrai, parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'on se dit nous. Mais finalement, moi, j'ai toqué les portes des grands managers et du top management, j'ai osé et j'ai eu des réponses à ce que je voulais. Et j'ai créé mon propre bonheur. Et je suis en train encore de terminer ma... Moi, mon bonheur, je l'ai trouvé dans l'auto-formation chaque jour. Et donc, je pense que chacun de nous, dans une structure, il doit se retrouver lui aussi son propre bonheur, parce qu'on ne sera jamais satisfait. Et on a tendance, dans notre culture marocaine, désolé pour le terme, de lier toujours le bonheur à la rémunération. C'est faux. On peut le trouver dans la formation, on peut le trouver quand on a un manager qui nous aide et qui nous fait confiance, qui est autonome et qui nous délègue des tâches, qui essaie de ressortir justement le meilleur de nous. Quand on rencontre par exemple des leaders. J'ai décidé de faire ce métier-là, de la communication, et de me concentrer sur le bien-être grâce justement à Madame Marie, que je remercie énormément. C'était mon ex-étudiant. Alors, je voudrais juste faire donner une petite réponse à Mademoiselle Kenza Yaboudi par rapport à sa question qui disait que est-ce que le métier du Chief Happiness Officer a de l'avenir? Moi, je pense que oui, parce que nous avons toujours été en quête du bonheur.
Notre envie a toujours été d'être des personnes qui sont en accord avec elles-mêmes et qui surtout sont à la recherche d'un certain idéal, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel. Chez Capgemini Maroc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de responsabiliser chaque collaborateur à son propre bonheur. On a fait en sorte que chaque collaborateur puisse être lui-même responsable de son bonheur. Comment? En facilitant la communication, qu'elle soit ascendante ou descendante, en facilitant aussi la mise en place des plans d'action, c'est-à-dire que c'était plus la direction qui définissait les plans d'action, qui essayait de se mettre à la place des collaborateurs pour se dire, bon voilà, on pense que finalement ils ont besoin de ça. Non, on attend, on essaie d'encourager tous ces collaborateurs-là à nous faire leur remontée, histoire de comprendre un peu leurs besoins, de comprendre un peu leurs ressentis pour définir le meilleur plan d'action qui soit adapté à leur bonheur. Parce que finalement, le bonheur est une notion qui est personnelle et qui est propre à chacun d'entre nous. Et puis je vous remercie. Merci à vous, merci pour ce témoignage. Merci. Alors, derrière, c'est la dame de... Bonsoir tout le monde, donc je me présente, Madame Monia Orabi, je suis cadre RH en immobilier, en même temps je suis doctorante en 4e année. Justement, moi je travaille sur la thématique du bien-être et son impact sur l'engagement organisationnel au Maroc. Et ma question est la suivante, quelle est la dimension qui touche le plus et qui influence le plus l'engagement des personnes et des collaborateurs dans les sociétés? Voilà, merci. Est-ce que vous avez recours aux psychologues dans, bien sûr, dans vos entreprises respectives? Madame Botota. Alors, on a déjà mené des projets sur... on parle de bonheur, mais il y a aussi le bien-être au travail, bien la qualité de vie au travail. On en parle beaucoup et... Merci. Et dans la dimension qualité de vie au travail, on parle beaucoup de prévention des risques psychosociaux. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les statistiques, le taux de burn-out, de bore-out est très élevé et principalement chez les femmes. C'est une étude récente là, qui est sortie sur les Échos, il disait que les femmes étaient plus touchées. Aujourd'hui, quand on est dans un projet et process, et c'est là où les entreprises en France ont un peu d'avance, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des accords et mener des actions sur la prévention des risques psychosociaux. Et c'est des choses qu'on peut emmener au Maroc quand on fait partie de grosses structures multinationales où il y a une forte sensibilité aux standards sur la santé, la sécurité au travail, où on travaille sur la prévention des risques psychosociaux. Et quand on travaille sur ces outils, on est rarement accompagné de psychologues, de vrais psychologues. On est souvent accompagné de médecins du travail qui ne sont pas psychologues. En revanche, dans les actions qui sont souvent identifiées, il y a plusieurs choses qu'on met en place quand on est vraiment dans la démarche de prévention des risques psychosociaux. C'est mise en place d'un service d'assistance sociale, par exemple. Mise en place de consultations d'avocats, qui est complètement dissociée pour aider nos collaborateurs. Et on peut orienter les gens vers des psychologues parce qu'il y a eu une étude qui a été faite en amont. Par exemple, le médecin du travail, dans les groupes où j'ai travaillé, il devait faire un nombre d'enquêtes anonymes, et qui permettaient de mesurer les risques psychosociaux dans l'entreprise. Mais par contre, le devoir du médecin du travail pour moi, et c'est vraiment là où il faut vraiment le sensibiliser, c'est-à-dire qu'on suit ces indicateurs, les personnes qui prennent des antidépresseurs, les personnes qui prennent des anxiolytiques, les personnes qui sont en arrêt longue durée pour dépression. On suit ces indicateurs, c'est anonyme pour nous, mais par contre, il y a un suivi spécifique qui est fait par le médecin du travail. Mais c'est-à-dire que c'est quand vous avez un médecin du travail, que vous drivez, c'est pas la médecine du travail qui vient un jour par semaine, un jour par mois, parce que ça vous pouvez pas le faire. Mais quand on intègre vraiment la dimension du médecin du travail et que c'est vraiment un collaborateur à part entière de l'entreprise et qu'on a investi parce qu'on a une grosse structure qui nous permet de financer un médecin du travail, il y a ce type d'action qui est faite. Mais par contre, c'est pas une généralité. Là, je vous donne un exemple. Il n'y a pas d'accompagnement psychologue, en tout cas pour ce que j'ai connu, je voulais vraiment répondre à ça parce que ça me touche ce sujet.
Merci. Alors, après, on a eu un partage d'expérience donc avec Mademoiselle, donc qui plutôt sur la contribution du bonheur. On avait essayé de voir comment est-ce que chacun pourrait contribuer au bonheur, et donc c'était plutôt la gratitude, c'était l'engagement, voilà, et puis c'était on a un peu parlé. Bon, maintenant, vous voulez qu'il réponde à la question, c'est-à-dire, c'est une question, c'est simple partage. Le partage, oui d'accord, très bien.